Bienvenue dans la 6e partie du cours de création de documents pour le web. Alors, dans cette 6e partie, on va utiliser ce qu'on a appris dans la 5e partie pour faire la mise en forme de notre document qu'on avait commencé. Donc, pour commencer, on va ouvrir le fichier index.html et on va insérer une balise header sur la ligne en haut du H1 ici. Okay? Donc, j'insère header. Et dans le header, je vais insérer un menu avec la balise nav parce que je veux que mon menu soit à l'intérieur de mon header. Je vais déplacer mon image à l'intérieur de ma navigation ici. Alors là, j'ai mon header avec ma navigation et j'ai mon logo à l'intérieur. Alors, après mon logo, je vais insérer mon menu. Alors, ce que j'essaie d'accomplir, c'est d'avoir le logo en haut à gauche dans le header et mon menu en haut à droite, toujours dans le header. Alors, sous l'image, je vais insérer mes liens pour mon menu. Donc, je vais avoir 4 options dans mon menu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer la balise UL. Dans la balise UL, je veux 4 options de LI. Et chacun des LI, je veux qu'ils aient un lien. Je fais Tab. Et là, j'ai ma liste avec mes 4 éléments et mes 4 liens. Alors, je vais juste insérer un hashtag à l'intérieur de chacun des liens. Et je vais écrire le texte de mes liens. Donc, le premier, ça va être un lien vers la page d'accueil. Le deuxième va être un lien vers la section bureautique. Le troisième va être un lien vers la section multimédia. Et le dernier va être un lien vers une page pour les critères d'évaluation. Il serait préférable de donner un ID au header et au nav pour pouvoir mieux les cibler plus tard. Donc, je vais faire ID égale barre menu pour mon header et ID égale menu pour ma balise navigation. Alors, c'est tout pour le HTML. Maintenant, cette en-tête-là, c'est la même en-tête qu'on va utiliser sur toutes nos pages. Alors, c'est une bonne idée de générer nos CSS sur une page commune, sur une page externe qu'on va importer sur chacune de nos pages. Donc, on va cliquer sur le bouton CFCP Style ici pour aller dans nos styles, pour aller dans notre feuille de style. Alors, on va commencer par donner une couleur de fond au menu et on va modifier la couleur du texte en blanc. Donc, on va rajouter un sélecteur pour le menu. On va lui donner une couleur de fond. Alors, la couleur de fond que je lui ai donnée, c'est 0,6389 avec aucune opacité. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton droit sur la couleur que je viens d'écrire. Je vais aller dans Édition rapide. Ça l'ouvre mon sélecteur de couleurs ici. Alors, vous voyez ici en haut, j'ai des petits carrés gris. Ça, c'est pour mettre des couleurs dans nos favoris. Alors, c'est une bonne idée quand vous utilisez des couleurs dans un site et vous pensez vouloir les réutiliser plus tard, de mettre ces couleurs-là dans vos favoris. Ça va vous aider à aller choisir la même couleur une autre fois plus tard. Alors, on va cliquer sur le plus ici. Et maintenant, ma couleur est ajoutée à mon nuancier, qui est un peu genre un favori de couleur. Alors, ce serait une bonne idée de commencer à ajouter des commentaires ici pour mieux me retrouver plus tard. Alors, au-dessus de la ligne menu ici, je vais ajouter un commentaire pour indiquer que ça va être les styles pour le menu. Un commentaire en CSS commence par une barre oblique suivie d'une étoile. Barre oblique, étoile. Et là, j'ai un commentaire qui commence.
Puis là, je peux écrire mon commentaire CSS pour le menu qui contient le logo à gauche et le menu à droite. Et là, pour terminer mon commentaire, je fais l'opposé, je fais étoile, barre oblique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le menu pour en faire un menu horizontal. Alors, on va modifier l'affichage pour qu'il soit inline et non pas bloc pour les UL et les LI. OK, alors, je vais aller chercher mon UL et mon LI qui est dans mon menu. Alors, je vais faire menu UL, LI, virgule, menu UL. OK, donc ce que ça veut dire, c'est que ce sélecteur-là va affecter tous les LI qui sont dans le menu et tous les UL qui sont dans le menu. Alors, je vais ouvrir mes accolades et je vais dire display inline. Je vais enregistrer. Donc, juste pour vous rappeler que quand les différents termes sont séparés par un espace, ça veut dire que l'élément est à l'intérieur de l'élément précédent. Okay? Donc, ça ici, c'est pour cibler les LI qui sont dans un UL qui sont dans le menu. La virgule ajoute un deuxième élément au même sélecteur. Okay? Donc, ici, je veux que mon display inline touche les LI dans un UL et dans un menu, et touche également tous les UL qui sont dans un menu. Alors, on va observer le résultat. Il faut enregistrer la page avant, oui. OK, alors là, on voit en haut ici, j'ai mon logo à gauche et j'ai mon menu à la droite sur une ligne. Excellent. OK, on va juste ajouter un petit commentaire ici. Alors, barre oblique étoile pour que les éléments de la liste soient à l'horizontale. OK, maintenant, je vais modifier la couleur de mes liens pour qu'ils soient en blanc. Alors, pour aller chercher la couleur de mes liens, je vais utiliser le sélecteur menu UL A. Donc, c'est tous les liens qui sont dans le UL qui sont dans le menu. J'ouvre mon accolade et je vais dire color. Et je vais également enlever le soulignement sur les liens. OK, en mettant text decoration none. OK, text decoration, c'est une propriété qui nous permet d'enlever ou d'ajouter des soulignements à du texte. Et finalement, ce que je vais faire, je veux que mon menu soit à droite de la page. Alors, je vais mettre menu UL, puis je vais faire float right. Alors ici, je vais simplement ajouter un commentaire. À noter que les commentaires peuvent être ajoutés sur la même ligne où vous avez déjà du texte. C'est pas obligé d'être sur une ligne séparée. Alors, OK. Alors, pour modifier la couleur des liens et aligner le menu à droite, c'est ce que je mets dans mes commentaires. Je vais enregistrer, je vais aller voir ce que ça a l'air. Tiens, ça n'a pas fonctionné. Ah, OK, il fallait faire rafraîchir. OK, alors là, j'ai mon menu à gauche. J'ai mes liens qui sont en blanc à droite. Et mon menu est aligné à la droite. Je vais réduire un petit peu mon navigateur. OK, alors, mes liens, mon menu est à droite, mon logo est à gauche. J'ai plus de soulignement et je suis en blanc. Excellent.
Sauf que mon menu est trop collé sur le bord. Mon menu à droite ici est trop collé sur le bord. Puis en fait, je veux enlever la bordure ici autour, entre le bord de mon navigateur et mon menu. Alors je vais rajouter un sélecteur pour le body également. Et je vais décoller mon menu du bord complet de la page. Donc dans body ici, je vais mettre margin 0. Normalement, ça va régler mon problème. Voilà. Et je vais décoller évaluation ici. Alors, dans mon UL, après le float right, je vais rajouter un padding. Alors, 0 en haut, 30 pixels à droite, 0 en bas et 0 à gauche. Alors maintenant, je suis décollé du bord. Maintenant, je vais ajouter un peu d'espace entre chacun des items du menu. Alors, je vais aller dans mon sélecteur ULA ici. Et là, je vais rajouter un padding de 0 pixels en haut et en bas et de 10 pixels à droite et à gauche. Alors, je n'ai pas besoin de répéter 0, 10, 0, 10. Quand vous avez le même nombre en haut et en bas et à droite et à gauche, vous pouvez juste mettre une fois, ça va l'appliquer en haut et en bas, et là, le deuxième chiffre va s'appliquer à droite et à gauche. Ok, donc je vais aller voir ce que ça donne. Alors maintenant, j'ai plus de distance entre chacun de mes éléments. Ok, j'ai 10 pixels de chaque côté. Entre les deux, j'ai 10 pixels deux fois, j'ai 20 pixels. OK, parce que accueil a 10 pixels à gauche, 10 pixels à droite. Bureautique a 10 pixels à gauche, 10 pixels à droite. OK. Excellent. Alors maintenant, disons que je voudrais changer la police qui est utilisée sur mon site, dans les titres, dans le texte, etc. On a vu précédemment qu'il fallait faire attention quand on choisit une police, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes polices d'installer sur leur ordinateur. OK? Particulièrement quand on passe d'un système à l'autre. OK? Donc, sur un Mac ou sur un Windows, ça ne sera pas nécessairement les mêmes polices, et encore moins sur un téléphone cellulaire. Par contre, maintenant, il existe quelque chose qui s'appelle des polices web. Alors, il y a des polices qui sont sur le web qu'on peut utiliser, et on s'assure ainsi que tout le monde va pouvoir voir la police qu'on utilise parce qu'elle n'est pas sur l'ordinateur, mais elle est sur le web. Il y en a plusieurs, mais la plus facile à utiliser, c'est les polices Google. OK, alors on va aller sur le site fonts.google.com. Ou si vous ne vous souvenez pas de l'adresse, vous pouvez juste faire une recherche Google pour Google Font. OK? Puis vous allez le retrouver. Donc, alors si je cherche Google Fonts sur Google, ben, je vais avoir un lien vers Google Fonts. OK? Alors, les polices Google, c'est toutes ces polices-là. Alors, il y en a plein. OK, vous pouvez passer à travers la liste. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. OK, il y en a plus de 1043 polices disponibles. Vous pouvez faire une recherche de polices par catégorie. Alors, est-ce que vous voulez des polices sérif, sans sérif? Des polices d'affichage, c'est des polices un peu plus avec un peu plus de style. Les polices handwriting, c'est des polices qui simulent un peu l'écriture à la main. Et monospace, c'est des écritures, c'est des polices où chaque lettre a la même largeur. Okay? Un peu comme si on écrivait à la machine à écrire. Alors disons que je vais faire une recherche pour des polices sans sérif. OK? Donc, des polices sans sérif, c'est des polices qui n'ont pas de pattes. Et si je veux voir ce que les polices ont l'air, je peux écrire ce que je veux ici. Là, il y a déjà un texte prédéfini qui est écrit, mais je pourrais décider si, par exemple, pour mon menu, si je voulais voir à quoi ressemblerait mon menu avec une certaine police, je peux écrire le texte que je veux ici. Par exemple, je vais écrire accueil, bureautique, multimédia, critères d'évaluation. OK,
OK? Alors là, j'ai un aperçu de ce que de la police avec le texte que j'ai choisi. Je vais diminuer la taille à 18 pour voir ce que la police a l'air quand elle est plus petite. Là, c'est dur d'aller choisir exactement 18, mais en tout cas, c'est pas grave si c'est pas exact. Là. OK, vous choisissez la taille de police que vous voulez. Et là, ça vous permet de regarder les différentes polices, voir s'il y en a une qui vous plaît. Alors, j'aime bien la police Oswald. Alors, disons que je vais choisir celle-là. Alors, je vais cliquer dessus. Alors là, j'ai différentes épaisseurs de police qui sont disponibles. OK, alors je pourrais choisir une épaisseur en particulier ou je peux en choisir plusieurs. Alors, mettons que je vais choisir la Light 300. Je vais choisir également la Light 400. Et si je voulais avoir une police un peu plus épaisse, je pourrais prendre la Light 600. OK, donc j'ai sélectionné plusieurs polices avec plusieurs tailles. Et là, je peux cliquer sur le bouton ici pour voir les polices que j'ai sélectionnées. Et là, ce qu'il faut faire ici, là, c'est le code qui est ici, le code link. On a besoin de copier cette ligne de HTML-là pour le mettre sur notre page. OK? Alors, je vais sélectionner ça. Je vais faire copier. Je vais retourner sur ma page. Et je vais aller sur ma page de code source et non pas sur ma feuille CSS. Dans mon code source, je vais aller en haut dans mon head. J'ai déjà un link ici vers ma feuille CSS. Je vais appuyer sur Enter et je vais insérer ce que j'ai copié. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça rajoute deux autres balises link, OK, vers une connexion vers les fontes Google. Et après ça, ici, celle-là sélectionne les fontes que j'ai choisies. Donc, Oswald avec la grandeur 300, 400 et 600. OK? Alors, ces deux lignes-là vont charger les polices sur ma page web. Alors maintenant, j'ai juste à les utiliser. Donc, je vais enregistrer ma page index.html. Je vais aller sur ma feuille CSS. Et dans mon sélecteur menu, ici, je vais ajouter la police. Alors, je vais faire Font Family, comme je ferais pour n'importe quelle autre police. Maintenant qu'elle est chargée, j'ai juste à la sélectionner. Elle s'appelle Oswald. Et si jamais, pour une raison ou une autre, la personne n'arrive pas à charger la police, je vais lui donner une option, c'est d'utiliser simplement une police sans sérif. Alors, on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir dans Chrome le menu. Alors là, on voit que ma police a été chargée ici. Alors, j'ai mon menu avec la police Oswald. OK? À noter que je n'ai pas déterminé de taille parce que par défaut, c'est la taille 400 qui est utilisée. OK? J'aurais pu choisir une autre taille parce que j'ai, dans mon code source ici, là, si je vais voir, j'ai sélectionné les polices de taille d'épaisseur 300, 400 et 600. Alors, je pourrais dire font weight. Et là, je pourrais en choisir une autre. Par exemple, 300 pour qu'elle soit plus mince. Si je regarde le résultat, elle est moins épaisse. Ou j'aurais pu prendre la 600 pour qu'elle soit plus épaisse. OK? Mais par défaut, c'est la 400 qui s'est chargée. OK? Alors, je vais retourner voir. Alors, la police avec une épaisseur de 400, c'est celle que je vais conserver. Mais j'ai pas besoin de l'écrire parce que 400, c'est l'épaisseur de police par défaut. OK? Alors, voilà comment on peut utiliser des polices de notre choix, tout en sachant qu'à peu près tout le monde va pouvoir voir nos polices. Alors maintenant, notre menu, il est pas mal beau.
on va ajouter un effet lorsque la souris passe par-dessus sur un ordinateur. OK? Alors, on va ajouter un sélecteur. Alors, j'ai mon sélecteur menu ULA ici. Je vais me placer en dessous pour qu'il soit à côté. Alors, je vais mettre menu ULA, comme j'ai fait pour l'autre. ULA. Sauf qu'après mon A, je vais mettre un 2 points hover. OK? Donc, ça veut dire que si j'affecte la balise A, mais quand la souris passe par-dessus. Puis là, j'ouvre mes accolades. Alors, disons que je veux que l'arrière-plan, quand je passe ma souris dessus, l'arrière-plan soit en blanc. Alors, background color, je vais mettre white. Et pour la couleur de la police elle-même, je vais utiliser la même couleur que mon arrière-plan que j'avais tout à l'heure sauvegardé. Alors, cette couleur-ci que j'avais sauvegardée, c'est celle que je vais utiliser. Alors, je clique dessus et je fais Enter. Et là, j'ai la même couleur que j'avais utilisée pour l'arrière-plan. On va enregistrer. On va aller voir le résultat. Alors là, maintenant, quand je passe la souris dessus, j'ai l'arrière-plan qui change de couleur. Et la police qui utilise le même bleu que l'arrière-plan de ma barre de menu. Maintenant, on va rajouter des bordures arrondies pour lui donner un petit effet. Donc, je vais ajouter, non, pas ici, mais dans mon hover ici, je vais ajouter la propriété Border Radius qu'on avait déjà vue. Je vais mettre un Border Radius de 18 points. Et maintenant, si je vais voir le résultat, quand je passe ma souris dessus, j'ai comme mes barres sont arrondies. OK? Alors, ça, c'est le petit effet pour le menu. Maintenant, mon logo, il est trop près de la marge. Je voudrais le distancer un petit peu. Donc, mettre un peu de padding autour du logo. Donc, je vais retourner sur ma page HTML et je vais rajouter un sélecteur pour contrôler l'image. Mais pendant qu'on y est, là, présentement, la taille de mon image est déterminée dans mon code HTML. OK, donc, si je vais voir ici, dans mon code HTML, j'ai mon image et j'ai la taille de mon image qui est déterminée dans le code HTML. Le problème avec ça, c'est que ça nous enlève beaucoup de flexibilité. On ne peut pas modifier de manière dynamique l'image quand sa taille est déterminée dans le code HTML. Alors, ce qu'on va faire, pour lui donner plus de flexibilité plus tard, je vais enlever les propriétés de taille dans la balise de l'image et à la place, je vais aller sur ma feuille CSS et je vais ajouter un sélecteur pour mon image. Donc ici, je vais rajouter un sélecteur menu image. Donc, ça va affecter l'image qu'il y a dans le menu. Alors, je vais ajouter les sélecteurs width. Je vais garder la même taille qu'il y avait, 50 pixels. Height. Là, je pourrais mettre la hauteur automatique. Comme ça, quand je mets height automatique, ça va automatiquement ajuster la hauteur pour garder la même proportion qu'il avait à l'origine si la largeur est de 50 pixels. Puis je vais lui rajouter le padding. Je vais lui mettre un petit padding en haut et à gauche. Donc en haut, je vais mettre 7 pixels. À droite, rien. En bas, rien. Et à gauche, je vais mettre 7 pixels. Je mets point virgule. Et je vais aller voir. Alors, je vais juste ajouter mon petit commentaire ici. Donc, en passant, si vous ne voulez pas le taper, barre oblique étoile, vous pouvez toujours, ici, dans la barre sur le côté, vous avez ce petit bouton-là, c'est appliquer commentaire. Puis là, vous choisissez quel type de commentaire vous voulez mettre. Là, c'est un commentaire dans les styles, donc j'ai besoin de la barre oblique étoile, alors je choisis celui-là.
OK, là, ça me permet, ça va insérer tout de suite la barre oblique étoile. Il me reste juste à écrire le texte. Donc, taille du logo dans la barre de menu. OK. J'enregistre, je vais aller voir ce que ça donne dans mon navigateur Chrome. Alors, on voit que mon logo, sa taille est changée et il y a un padding en haut et à gauche. En fait, sa taille n'est pas changée, mais ce que je veux dire par là, c'est que la taille est la même à 50 pixels, même si je l'avais enlevé du HTML. Je l'ai plutôt indiqué dans mon code CSS. OK, ben j'ai fini pour la barre en haut. Mon menu, il est parfait. Alors, on a terminé pour le menu. On va travailler maintenant sur le restant de la page. Alors, on va retourner dans notre code source, dans notre page index.html. Et on va mettre tout le restant de la page après le header. Donc, en haut du H1, le cours d'informatique, jusqu'à la fin, on va insérer la balise main. OK. Jusqu'à en bas. Après la table, je vais fermer la balise main. Je vais l'indenter à l'intérieur un petit peu. Je vais juste ajuster mon indentation un petit peu. Mon header, je vais le reculer. Voilà, comme ça. Alors là, j'ai mon header et j'ai mon main. OK, tout est inclus entre les deux. Hein? Vous voyez les petites flèches ici, ça nous permet de fermer des balises. Alors si je ferme mon header et je ferme mon main, OK, on voit que c'est tout le contenu de ma page. Toute ma page est contenue soit dans le header ou soit dans le main. Alors je peux fermer le header, je n'ai pas besoin. Alors je vais ouvrir mon main. Et maintenant, disons que... On va ouvrir la page. Alors disons que je veux diviser ma page en deux sections. OK? La première section va couvrir mes trois premiers paragraphes. Lui, lui et lui. Et ma deuxième section, ça va être mon tableau. Alors je vais aller dans mon code HTML. Pas le titre principal. Le titre principal, je vais le laisser tout seul dans le main. Mais les trois paragraphes ici, je vais les mettre dans une section. Alors, je pourrais insérer la balise section d'ouverture ici, la balise section de fermeture à la fin. Mais je vais vous montrer dans Chrome, il y a un petit truc assez le fun. Quand vous avez déjà du texte d'écrit et vous voulez mettre une balise autour, vous faites juste sélectionner votre texte. Faites CTRL-T, OK, la touche CTRL et T. Et là, vous avez comme une petite boîte qui apparaît, ce qui vous permet d'insérer la balise, d'écrire la balise que vous voulez insérer. Alors, c'est la balise section que je veux insérer. Alors, j'écris section et je fais Enter 2 fois. OK? Alors là, on voit que la balise section s'est insérée au début et s'est fermée à la fin. Excellent. Je vais juste augmenter l'indentation du contenu de ma section. Et je vais faire la même chose pour ma table. Alors, je vais sélectionner ma table et je vais faire CTRL-T. CTRL-T et je vais écrire section. Enter 2 fois. Alors là, j'ai ma section ici et ma section se termine à la fin. Sauf que j'avais pas une ligne vide en dessous de table, alors il a mis après. C'est pas grave. Je fais Enter pour mettre la balise de fermeture section en dessous. Je vais sélectionner ma table pour pouvoir faire une indentation. Je vais l'indenter un petit peu. Et voilà. Alors là, j'ai mes deux sections pour mes trois paragraphes et pour mon tableau. Le premier paragraphe ici, ça va être l'introduction de notre section. Donc, je vais insérer une balise header dans ma section. La header représentant comme l'introduction
de cette section-là. Fait que je vais faire header. Je vais sélectionner ce texte-là pour faire une indentation. Et mes deux autres paragraphes, attends, je vais juste faire un peu d'espace pour qu'on comprenne bien. Et les deux paragraphes suivants, je vais les mettre dans un article. OK? Donc, je vais juste insérer une ligne ici, deux lignes. Je vais sélectionner de ma ligne ici jusqu'à en haut de bureautique. Je fais CTRL-T et j'écris article. Excellent. Je vais faire mon indentation. Sélectionner mes textes. Je vais augmenter l'indentation à l'intérieur. OK. Alors là, j'ai mon header pour mon paragraphe d'introduction. Et j'ai mon article pour les deux paragraphes suivants. Et ça va fermer ma section. Alors maintenant, ma structure est faite. OK, dans mon code HTML, il va juste falloir maintenant que je modifie les styles. Alors, on va commencer par la mise en forme de l'introduction. Alors, je vais lui donner une couleur de fond. À noter que la mise en forme que je vais faire n'est que pour cette page-là. Ça ne sera pas la même mise en forme que je vais faire sur mes autres pages. Alors, mes styles, je vais les faire sur la page, sur le code source de la page et non pas sur la feuille externe, non pas sur mon CSS externe. OK? Donc, je vais au bas de mes sélecteurs, je rajoute un nouveau sélecteur pour mon header. Alors, je rajoute header. Non. Attention ici, j'ai deux headers sur ma page. OK? J'ai le header qui est mon menu et j'ai un header qui est dans ma première section. Alors, si je veux affecter uniquement le header qui est dans ma première section, je vais ajouter dans mon sélecteur que je veux affecter uniquement le header qui est dans mon main. Alors, je fais main, header, et là, j'ouvre mes accolades, et je vais rajouter la propriété background color, et la couleur que je vais choisir, c'est RGBA. Je vais mettre 128, 178, 199, et aucune transparence. Cette couleur-là, je vais la mettre dans mes favoris également. Alors, j'appuie sur le bouton droit. Je vais faire édition rapide et je vais rajouter ce bleu-là dans mes favoris. OK. Alors, maintenant, j'ai deux bleus différents dans mes favoris. Alors, disons que je voudrais rajouter une image à la gauche de mon texte. OK. Donc, la manière que je le vois, ma mise en page, je vais avoir une image à gauche et mon texte à droite de l'image. Je voudrais aussi que le texte de mon introduction soit plus grosse afin d'attirer l'œil. OK? Donc, je vais insérer deux divs. Je vais retourner dans mon code HTML et dans mon introduction, dans mon header ici, je vais rajouter deux divs. Le premier div va contenir mon image et mon deuxième div va contenir mon texte. Et chacun de mes divs, je vais les nommer gauche et droite, tout simplement avec l'attribut ID. Alors, en dessous de la balise header, je vais rajouter un div dans lequel je vais mettre mon image. Mon div, je vais lui donner comme ID simplement l'appeler gauche. OK. Attendez, je vais recommencer ça. Je vais vous montrer un autre petit raccourci. OK. Alors, si je sais déjà que le nom du ID que je veux donner à mon div, j'ai juste à faire, au lieu de faire div tab puis d'écrire après, je fais directement div, puis là, je fais hashtag, puis là, je donne le nom. Alors, div hashtag gauche, puis là, quand je fais tab, il insère mon div avec le ID gauche automatiquement. Alors, j'insérerai mon image à l'intérieur plus tard. Là, pour le moment, je vais insérer un autre div. Alors, je vais sélectionner. Je vais ajouter une ligne ici. Je vais sélectionner mon paragraphe.
Et je vais faire CTRL-T. Et là, je vais faire div. Là, ici, je ne peux pas utiliser les raccourcis quand j'utilise cette méthode-là. Alors, il faut que je l'écrive à la main. ID égale. Puis là, je vais mettre droite. Et je ferme mon guillemet. Je fais Enter. Et j'ai mon div ID droite qui est ici. Je contrôle mes indentations. Alors là, j'ai deux divs à l'intérieur de mon header. J'ai un div gauche qui n'a rien dedans pour le moment et j'ai mon div droite qui va contenir mon texte. Donc là, je vais aller voir les images que j'ai qui ont été fournies avec les documents que vous avez téléchargés. Donc je vais dans les documents pour exercice ici et là, j'ai plusieurs images. Celle que je veux utiliser, c'est celle qui s'appelle mural.jpg. Quand je place ma souris dessus, je vois qu'elle fait 900 pixels de large et elle pèse 149K. C'est peut-être un peu beaucoup, je pourrais la réduire un petit peu. Donc, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Donc, je vais ouvrir Photoshop et je vais aller sélectionner mon image, la murale. Je fais ouvrir. Et je vais changer sa taille. Je veux que mon image soit à peu près la moitié de la largeur de l'écran. OK. Disons que la résolution maximum que je vais supporter, c'est à peu près 1280. Donc, disons que la moitié de 1280, c'est 640. Alors, je vais changer la largeur pour 640. La hauteur va automatiquement s'ajuster. Je vais faire OK. Et là, je vais l'enregistrer. Je fais Fichier, Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur l'ordinateur. Et je vais le mettre dans le dossier de mon site, dans le dossier Images. Je l'appelle Mural et je l'enregistre dans ce dossier-là. La qualité, je vais la mettre à peu près à 5. Ce qui fait que mon image va être 88K. C'est correct. Alors là, j'ai modifié la taille de mon image. Je retourne sur ma page HTML. Et maintenant, je vais insérer mon image à l'intérieur de mon div de gauche. Alors, j'ouvre mon crochet. Je fais IMG, SRC. Puis là, je vais sélectionner SRC. Et là, ici, j'ai mon menu déroulant. Je choisis Image. Et dans mon dossier Images, ce sont les différentes images que j'ai. Je vais choisir mon image murale. Et je vais insérer un attribut Alt que je vais appeler mural du CFCP. Je ferme mon crochet. Alors là, j'ai inséré mon image. Alors là, présentement, mon image est au-dessus du texte. Hein. J'ai deux divs qui sont un par-dessus l'autre. Je veux qu'ils soient placés un à côté de l'autre. Alors, il va falloir que je fasse des ajustements au niveau de la largeur et du placement. Alors, on va commencer par donner au div de gauche une largeur de 50%. Donc, je vais aller dans mes styles et je vais rajouter un sélecteur pour gauche. Je vais mettre la propriété width, puis je vais lui donner 50% pour la largeur. Alors maintenant, si je vais voir ce que ça donne, alors j'ai mon image et mon texte est encore en dessous. Alors ça, pourquoi? C'est parce qu'il faut spécifier que mon div de gauche est aligné à droite, à gauche. Alors après mon width, je vais faire mon float. Puis là, je vais mettre à gauche. J'enregistre. Et je vais aller voir le résultat. Alors là, on voit que mon image est à peu près à 50% de... mon div de gauche est à peu près 50% de l'écran. Et mon texte, par contre, mon texte embarque sur mon image dépendamment de la taille de ma fenêtre. Et on voit que mon image ne change pas de taille. J'ai dit 50%. 50%, c'est pour le div. OK? L'image ne lui est pas donnée de grandeur encore. Il va falloir que je fasse ça plus tard.
Des fois, un petit truc, des fois quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, ok, quand vous ne comprenez pas pourquoi vos contenants ou vos différents éléments ont la taille qu'ils ont, ou vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir l'ajuster, des fois c'est mieux d'ajouter des bordures aux différents éléments pour pouvoir voir ce qui se passe. Ok, alors c'est ce qu'on va faire. On les enlèvera plus tard, mais pour le moment, je vais ajouter une bordure à mon div de gauche que je vais mettre à 2 pixels, solide, puis je vais la mettre en bleu. Et je vais également ajouter un sélecteur pour droite. Puis je vais lui donner une bordure de 2 pixels, solide, que je vais mettre en rouge. Ok, maintenant, si je vais voir ce qui se passe, alors là, je vois que mon div ici, il est plus large que mon image et que mon div de droite est plus large que mon texte. Ok? Alors, quand je descends ma largeur, on voit que mon div de gauche, de droite embarque par-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Un autre problème que j'ai ici, c'est que je voudrais que uniquement le premier paragraphe soit à côté de l'image. Je voudrais que bureautique ne soit pas à côté de l'image. Alors pour faire ça, il faudrait que je spécifie la hauteur de mon div qui contient mon texte d'introduction. Alors disons que je voudrais que mon introduction occupe à peu près 50% de la hauteur de l'écran. Alors on a vu que cette hauteur-là peut être contrôlée avec l'unité VH, hein, Viewport Height. Alors c'est ce qu'on va faire. On va aller dans notre sélecteur droite et on va ajuster la hauteur qu'on va mettre à 50 Viewport Height. Et on va aller voir ce que ça donne. Alors là, on voit que la taille de mon div de droite change pour toujours occuper 50% de la hauteur de l'écran, mais pas mon div de gauche. Alors là, il va falloir que je m'attaque à la hauteur de l'image dans le div de gauche. Alors, après mon sélecteur gauche, ici, je vais rajouter un autre sélecteur qui est gauche, image. Ok, donc les images qui sont contenues dans le div qui s'appelle gauche. Puis là, je vais lui attribuer la même chose. Je vais lui attribuer une hauteur de 50 VH à l'image. On va aller voir ce que ça donne. Ah, déjà, c'est mieux. OK? Là, au niveau de la hauteur, mon image s'ajuste également. OK? Tout comme le texte. Par contre, notre problème ici, c'est qu'on voit que si vous regardez les bordures, on voit que la bordure du div de droite continue par-dessus notre div de gauche jusqu'à la marge. OK? Donc, ça, c'est... Je vais vous montrer une nouvelle propriété. Ça s'appelle Overflow. La propriété Overflow permet de supprimer les éléments qui dépassent à l'extérieur d'un div. OK? Donc, on va aller dans notre sélecteur droite et on va ajouter une propriété qui est Overflow. Puis là, je vais mettre Hidden. Hidden, ça veut dire... Overflow, là, en anglais, ça veut dire débordement. OK? Donc, ça veut dire que je veux cacher ce qui déborde à l'extérieur de mon contenant. Alors, je fais Overflow Hidden dans mon div de droite. Si je vais voir ce que ça donne, on voit maintenant que mon div de droite s'arrête là où mon div de gauche finit. Alors, on va supprimer les bordures rouges et bleues. OK. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est aligner mon image pour qu'elle soit plus près du texte ici. J'ai comme un grand espace ici. Ça, c'est parce que j'ai ajusté la hauteur de mon image sans en ajuster la largeur, ce qui fait que mon image n'est pas assez large pour se rendre jusqu'ici.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la tasser vers la droite. Alors, pour la tasser vers la droite, je vais aller dans mon sélecteur de l'image et je vais prendre ma propriété float et je vais le dire de faire un float à droite. Et je vais voir ce que ça donne. Alors là, mon image, effectivement, est tassée à droite, c'est bon. Sauf qu'elle est beaucoup trop proche de mon texte. Alors, ajuster ça, c'est pas si facile parce que si je rajoute un padding à mon texte, à mon div de droite ici, le div occupe toute la largeur de l'écran. Même si le overflow est caché, le div occupe toute la largeur de l'écran. Alors, en augmentant le padding, c'est pas ici qu'il va rajouter un padding, mais ici. OK? Parce que le div se termine en réalité ici, même si j'ai dit de cacher le débordement. Alors, je ne peux pas augmenter le padding parce que ça ne changera rien ici. Alors, ce que je ne peux pas faire non plus, c'est d'ajuster la largeur de ce div-là à 50%, parce que 50% plus 50%, ça serait 100%. Et là, si j'ajoute du padding, j'augmenterais ma largeur au-delà de 100%. Alors, ça causerait un problème. Mais il y a quand même une solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre div à l'intérieur du div de droite, et on va lui donner une largeur plus petite que son contenant, puis on va le centrer. Okay? Donc, on va dans le div de droite ici, on va ajouter un div. Donc, je fais CTRL-T, div. Non, il faudrait que je le mette ici. OK. Puis ce div-là, je vais ajuster sa largeur. Donc, je vais dans mon sélecteur de droite, ici. Je vais rajouter un nouveau sélecteur que je vais appeler droite, espace div. En fait, je vais vous montrer une nouvelle manière de faire le sélecteur. Si je fais droite, espace div, ça veut dire tous les divs qui sont à l'intérieur du div droite. Mais dans ce cas-ci, j'en ai juste un. Mais des fois, il pourrait en avoir plusieurs et je pourrais vouloir m'attaquer à un seul. Okay? Donc, si j'utilise le signe plus grand que, ça veut dire que je veux que ça affecte le div qui est immédiatement enfant de droite. Okay? Et non pas enfant d'un enfant d'un enfant. Si je fais espace, ça affecte tous les éléments à l'intérieur. Et si je fais plus grand que, ça affecte uniquement l'élément div qui est situé directement à l'intérieur de droite. Okay? Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez faire un espace au plus grand que, ça ne changera rien. Dans la plupart des cas, ça ne change rien. Mais je voulais vous le montrer quand même. Alors, droite, à l'intérieur de droite, le contenant div. Et là, je vais lui donner une largeur qui va être 70% de la largeur du div parent, c'est-à-dire du div droite. OK? Et je vais le centrer avec margin auto. Et voilà. Alors là, on va aller voir ce que ça donne. Et voilà. Et si j'ajuste la hauteur, la largeur, je vois que ça occupe toujours le même pourcentage, donc 50% de l'écran pour mon div de droite et gauche. Et le div qui est à l'intérieur du div de droite va occuper 70% de la largeur du div de droite en étant toujours centré. OK, maintenant on va ajuster les polices du site. Donc, on va commencer par ajouter la police Oswald de taille 11 comme police par défaut sur tout le site. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, puisque c'est quelque chose qu'on veut qui affecte tout le site, on va aller dans notre feuille de style et on va aller dans la balise, dans le sélecteur body et on va ajouter notre police ici. Alors, font family. Puis là, on va mettre Oswald. Et on va mettre sans sérif comme police secondaire. Et on va mettre la taille à 11. On va aussi modifier la couleur pour tous nos titres. Alors ici, au lieu de navy, on va définir une couleur qu'on avait déjà sauvegardée,
qui est ce bleu-là. Alors, on sélectionne notre bleu qu'on avait sauvegardé dans notre nuancier, qui est le 06389. Et maintenant, j'aimerais que le texte d'introduction soit plus gros et mis en évidence. Alors, on va ajouter au sélecteur dans notre... On va aller dans notre code source pour affecter le paragraphe P qu'il y a dans notre div droite. OK? Alors, on a le div droite, on a un autre div, puis après ça, on a le sélecteur P. OK? Donc, comme je vous avais dit tantôt, la différence entre si je fais ça comme ça, OK, il faudrait, pour pouvoir faire ça comme ça, il faudrait que mon P soit directement sous le div de droite. Sauf que j'ai le div de droite, un autre div, puis le P après. Alors, il y a deux manières que je peux faire ça. Je peux soit faire droite, div, P, pour affecter ce P-là en particulier. Sinon, je fais juste dire droite, P, puis là, ça va affecter tous les P qui sont à quelque part dans le contenant droite. Alors, c'est ça que je vais faire. Alors, droite, P, j'ouvre mon accolade. Et je vais le mettre en plus gros. Je vais mettre font size. Je vais le mettre en 24 pixels. Et je vais également ajouter un sélecteur pour le titre afin que le titre également change de taille. Donc, on va dire droite, H2. Puis, je vais le mettre, celui-ci, à 30 points, à 30 pixels. OK? Donc, je vais affecter ce H2-là. Donc, le H2 qu'il y a dans mon div de droite et mon P qu'il y a dans mon div de droite. Alors, en ayant changé la taille de ces deux sélecteurs-là, on va aller voir ce que ça donne. Alors, on voit ici que j'ai mon gros titre avec mon paragraphe. Mais quand j'y vais pleine grandeur, on voit que mon titre et ma taille, ça fonctionne, mais dès que je réduis la taille de ma fenêtre, là, on voit que mon texte ne rentre pas tout. OK? Mon texte, il est trop gros et il est coupé. Alors, pourquoi ça fait ça? C'est que j'ai déterminé la hauteur ici de mon div de droite et gauche, basé sur la hauteur de l'écran. OK? Si j'en change la largeur, ça ne va pas changer la hauteur de mon écran, de mon div. Alors, utiliser 50% de la hauteur, ce n'est pas toujours approprié parce que quand j'ai trop de texte, ça va me causer des problèmes. Mais il existe une balise qui est minimum height puis minimum width, les deux existent. Mais là, présentement, on va regarder ensemble la propriété minimum height. Alors, dans mon sélecteur de droite, ici, au lieu de dire height, je vais dire minimum height. OK? C'est min height. Alors, ce que ça va faire, OK? Ça va dire que si j'ai pas beaucoup de texte, ça va occuper au minimum 50% de la hauteur de l'écran. OK? Mais si j'ai assez de texte, ça va continuer à s'élargir en hauteur quand même pour accommoder le contenu de texte que j'ai. Alors, on va aller voir le résultat. Alors, je vais changer la largeur. Et maintenant, quand je modifie la largeur, on voit que mon div s'agrandit pour pouvoir accommoder la quantité de texte qu'il y a dans le div. OK? Bon, c'est déjà mieux, mais c'est pas parfait. Parce que des fois, mon div est vraiment beaucoup trop grand quand mon texte devient étroit comme ça. OK? Puis quand je diminue encore un peu plus, là, finalement, j'ai comme juste 2 ou 3 mots par colonne. L'idéal, ça serait vraiment si la grandeur de mon texte pouvait s'ajuster à mesure que je modifie la largeur de mon écran. Ben, ça se fait. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, disons que je veux que ma police s'ajuste à la largeur de mon écran, mais sans jamais être plus petit que 12. Alors, si je veux que ça soit toujours dynamique et je réduis, à un moment donné, peut-être que mon texte va devenir trop petit pour être lisible. Alors, je veux jamais que mon texte soit plus petit que 12, mais je veux quand même qu'il s'ajuste à la largeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre code HTML ici, et dans ma valeur de mon P ici, le font size 24, au lieu de font size 24,
on va utiliser un petit calcul. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de dire la valeur 24 de manière fixe, je vais lui utiliser la fonction calc pour calculer. Puis là, je vais lui dire de calculer quoi? Entre parenthèses, je vais lui dire calcule 12 pixels plus 0.7 VW. Ferme la parenthèse. OK? Donc, ça va être... Ce que ça va faire, ça va calculer. Ça va prendre mon 12 pixels et ça va calculer la largeur de mon écran. Et ça va utiliser 0.7% de la largeur de mon écran. Que ça va ajouter à mon 12 pixels. OK, ça vraiment, vous ne pouvez pas le trouver tout seul. C'est vraiment en expérimentant différentes valeurs que vous trouvez la valeur idéale. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé quelques différents chiffres et j'ai trouvé que c'était celui-là qui donnait le meilleur résultat. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, c'est ce que ça donne à sa pleine grandeur. Et quand je diminue la taille, on voit que la police diminue de taille un petit peu. OK? Pas trop, mais juste un petit peu. Alors, c'est déjà mieux. Alors, je pourrais faire la même chose pour mon titre un petit peu. Alors, je vais aller dans mon code et pour mon titre, au lieu d'être 30 pixels, je vais lui donner une grandeur minimale de 18 pixels en faisant mon calcul. Alors, calque 18 pixels, puis je vais utiliser le même 0.7 viewer width. Et là, je vais voir ce que ça donne. Alors là, c'est 18 pixels. Et quand je réduis la taille, ça réduit la taille de mon titre également. OK? Alors là, si vous voyez que mon paragraphe est jamais trop gros, mon div est jamais trop long. Et c'est vraiment une bonne solution pour des fontes, pour des polices de taille dynamique. Bon, là, je réalise que j'ai pas été fin. Là, depuis tantôt que je rajoute du code et je n'ai mis aucun commentaire. Alors, on va remédier ça tout de suite avant de se rendre trop loin. Alors, je vais rajouter mes commentaires. Ici, je vais mettre un commentaire disant que les deux divs dans l'article occupent chacun 50% de l'écran. Ici, je vais mettre un commentaire pour dire que l'image occupe 50% de la hauteur de la fenêtre. Ici, je vais dire le texte occupe au minimum 50% de la hauteur de la fenêtre. Mais s'ajuste au contenu. Mettre des commentaires pour mes polices qui s'ajustent à la largeur. La taille de la police s'ajuste à la largeur de la fenêtre. Même chose. La taille du titre aussi. OK, ça va. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous parler de la propriété position. C'est quand même pas très simple à comprendre, mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. La propriété position, évidemment, comme ça dit, ça permet de positionner des éléments sur la page. On va
l'utiliser en combinaison avec les propriétés top, bottom, left et right. Okay? Donc, la propriété top en haut, bottom en bas, left à gauche, right à droite. Donc, pour vous démontrer un petit peu comment ça fonctionne, on va commencer par ouvrir le document position. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà des styles qui ont été créés et des divs. Okay? Alors, dans cette feuille-là, on a 9 divs, soit 3 divs qui contiennent chacun 2 divs. Et tous ont été nommés. Okay? Donc, les divs principaux ont le nom div 1 et les divs à l'intérieur ont div 1A, div 1B, etc. Okay? Ça va nous permettre de mieux les identifier. Alors, si on va voir à quoi ça ressemble à ça. Okay? Donc, j'ai mon div 1 avec un cadre rouge, mon div 1A en jaune, 1B en orange, etc., etc. Donc, ça va juste... C'est juste des couleurs qui vont nous permettre de comprendre le comportement des différents éléments quand je vais en modifier la position. Il existe 5 positions disponibles. Il y a la position statique, qui est la position par défaut. C'est celle qui est utilisée si vous écrivez rien. Okay? Si vous ne spécifiez pas la position, c'est la position statique qui est utilisée. Il y a la position relative, la position fixed, la position absolute, puis la position sticky. Alors, on va tous les voir un par un. À commencer par la position statique, qui est la position par défaut. L'élément affecté par la position statique est positionné à l'endroit où il devrait être dans le code HTML. Okay, les propriétés top, bottom, left, right n'ont aucun effet. Okay, donc, je vais vous le démontrer. On va aller dans notre code. Alors, sous l'identifiant div2a, par exemple, ici, sous le sélecteur div2a, ici, on va définir la position à statique. Puis, je vais dire top 200 pixels. Puis je vais mettre left 200 pixels. Je vais fractionner pour qu'on voit rapidement le résultat. Alors vous voyez que ça n'a absolument rien changé. Ok, mon div 2A ici, il est à la même place qu'il était. Il n'a pas bougé, même si j'ai dit de le mettre à 200 pixels du haut et à 200 pixels de la gauche. Il n'y a rien qui a changé parce qu'avec la position statique, il n'y a rien qui change. Et c'est la position par défaut. L'autre position, c'est la position relative. La position relative va positionner l'élément relativement à l'endroit où il devrait être s'il était statique. OK? Donc, dans mon div 2A ici, le div 2A est supposé être là. OK? Alors, si je change sa position à relative, attendez, je vais juste le mettre à 0 ici avant de changer. Alors là, je vais le mettre à relative. Ok, évidemment, ça n'a pas changé parce que j'ai dit de le mettre à 0 pixels du haut et à 0 pixels de la gauche d'où il devrait être. Par contre, si je change le top à 100 pixels, et que je change le left à 100 pixels, ça, il va le placer ici, qui est à 100 pixels à droite, d'où il est supposé être, et à 100 pixels plus bas, d'où il est supposé être. OK? Donc ça, c'est la position relative. C'est relative à où il serait supposé être. Une troisième position, c'est la position fixed. La position fixed va disposer l'élément sélectionné à un endroit précis dans la fenêtre du navigateur. Cette position-là ne va jamais changer, peu importe la position des autres éléments ou de la taille de la fenêtre. Okay? Donc, pour mieux illustrer ce type de positionnement, on va assigner une taille fixe à nos objets. Okay? Parce que ça ne fonctionne pas si vous
Ça fonctionne très mal si vos objets n'ont pas une taille prédéfinie. Alors, disons qu'on va donner une largeur de 500 pixels à tous les 9 divs, une hauteur de 200 pixels aux divs principaux et une hauteur de 100 pixels aux divs secondaires. Je vais enlever ici, pour mon div 2A, ce que j'avais écrit. Alors, un petit raccourci, parce que là, présentement, là, j'ai juste des divs ici, j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre sur ma page. Alors, je vais prendre un petit raccourci, puis je vais dire étoile. Ça veut dire tout. Alors, étoile. Je veux que tout soit d'une largeur de 500 pixels. OK? Alors, tous mes éléments se sont ajustés avec une largeur de 500 pixels. Et je vais lui dire que je veux que tous mes divs aient une hauteur de 200 pixels. Oups, j'ai oublié de faire height. Height 200 pixels. Mais je veux que les divs qui sont contenus dans un div aient une hauteur de 100 pixels. OK? Donc, c'est sûr, là, on aurait pu aller un par un puis mettre 100 pixels, 200 pixels, etc. Là, mais c'est plus rapide comme ça. Donc, ce que j'ai dit, c'est que tous mes divs, donc il a attribué la hauteur de 200 à tous, inclus les 2A et 2B. Mais après ça, il est allé voir, puis il a dit les divs qui sont dans un div, eux autres, ils ont une hauteur de 100 pixels. Alors, les divs principaux, ils ont laissé à 200 et les divs à l'intérieur, il les a mis à 100. Okay? C'est ça que ça veut dire, le petit code que je viens d'écrire. Alors, ceux-ci sont à 200 et ceux-ci, parce que c'est un div dans un div, sont à 100. Alors, je vais retourner dans mon div 2A que j'avais tout à l'heure ici. Et je vais, cette fois-ci, je vais lui donner la position fixed. Et je vais lui donner comme top 100 pixels. Et comme left, je vais lui donner 100 pixels. OK, alors on voit maintenant que le 2A ici, il est venu se placer à 100 pixels de la marge du haut et à 100 pixels de la marge de gauche. OK? Alors, fixe, là, c'est par rapport au haut de la fenêtre et à la gauche de la fenêtre, peu importe où sont placés les autres éléments. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais quand notre div 2A est allé se placer en haut ici, notre div 2B, soudainement, s'est déplacé et est venu se prendre la place du div 2A. Parce que notre div 2A s'est détaché d'où il était, puis c'est comme s'il n'existait plus. Alors, notre div 2B est venu prendre sa place. Pourquoi lui, il n'a pas bougé? Ben parce que lui, il est à l'intérieur du div 3 ici. Il ne peut pas sortir du div 3 parce que c'est là qu'il est placé, parce qu'il y a un positionnement statique. OK, c'est juste à l'intérieur du div, je vais aller voir dans mon code, à l'intérieur du div 2, j'ai le div 2A et j'ai le div 2B. Le div 2A, parce que je l'ai positionné avec un positionnement fixe, c'est comme si je l'avais effacé, c'est comme s'il n'existait plus. Alors, mon div 2B, il est venu se placer en haut du div 2. OK? C'est ça qui s'est passé. Maintenant, ce qui est pratique avec le positionnement fixe, c'est si vous voulez placer des éléments côte à côte avec exactitude. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon div 2 exactement à côté du div 3. OK? On sait que le div 1 fait 200 pixels de hauteur et que le div 3 fait 500 pixels de largeur. Donc, on va utiliser ces valeurs pour positionner le div 2. Alors, je vais commencer par retirer le positionnement du div 2A. Puis là, je vais déplacer tout le div 2. Alors, ici, je vais faire position, fixed. Puis, je vais mettre top 200 pixels, en sachant que mon div 1 fait 200 pixels de hauteur. Mon div 2 devrait se positionner
à 200 pixels du haut. Et en sachant que mon div fait 500 pixels de large, je vais mettre left 500 pixels à gauche. Alors, je vais déplacer un petit peu mon code pour qu'on voit bien ce qui se passe. OK? En fait, on veut juste changer je vais juste changer mes largeurs pour qu'on puisse voir dans une plus petite fenêtre. Alors, je vais mettre 200 ici. Et je vais mettre 200 comme largeur pour tous mes éléments. OK, là, on va mieux voir. OK, donc maintenant, mon div 2, il est venu se placer. Ce que je voulais, c'est qu'il se place en bas du div 1 pour venir se placer à droite du div 3. OK? Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi? Ça, c'est parce que c'est très difficile de placer un élément positionné fixe à côté d'un élément qui n'est pas positionné fixe. Pour différentes raisons, mais principalement à cause de la marge qu'on a dans notre body ici. Vous voyez ici qu'on a le body, il y a une marge qu'on n'a pas enlevée dans le body. Et il y a différentes raisons également. Alors, mais la meilleure manière de positionner un élément exactement à côté d'un autre élément, c'est que les deux aient un positionnement fixe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre div 3 ici. On va également le positionner avec une position fixe. On va le mettre 0 pour left. Non, on va le mettre 200 pour top. Et on va le mettre à 0 pour left. Alors, on voit maintenant que mon div 3 est exactement collé sur la marge et mon div 2, qui est à 200 pixels, il embarque par-dessus mon div 3. Pourquoi? Ça, c'est à cause de la bordure de 5 pixels qui est mise autour de chacun des divs. Alors, chaque élément a une bordure de 5 pixels chacun, ce qui rajoute 10 pixels. Alors, ce que je vais faire, c'est que au lieu de left 200, je vais mettre left 210. Et là, mon div 2 est venu se placer exactement à droite du div 3. Okay? Donc, le positionnement fixe se fait, mais peut être plus difficile. Okay? Donc, si par exemple, je voulais placer mon div 1 en dessous du div 2, alors je ferai la même chose. Alors ici, je vais faire position fixed. Là, je vais lui mettre left 210 pixels. Puis top. Là, mon div 2 est placé à 200 pixels du top. Alors, mon top pour mon div 1 devrait être 210 pixels. Non. C'est 200 plus 200. Alors, 410 pixels du top. OK? Parce que là, il y a 200 du top ici, plus le 200, ça fait 400. OK? Donc, un positionnement fixe, ça existe, ça se fait, mais ça peut être assez touchy et c'est pas flexible du tout. OK? Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Je vais augmenter la largeur un petit peu ici. Je vais le mettre à 400 pixels chacun de mes éléments. Je vais placer mes 1, 2, 3 côte à côte. Alors, mon div 1, je vais le mettre à 0 de la marge. Je vais toutes les mettre à 200 pixels du top. Mon div 2, je vais le mettre à côté de mon div 1. Alors, je vais le mettre à 410 pixels de mon div 1. Et mon div 3, 810 pixels. Alors là, on va essayer d'aller voir le résultat. Oui, c'est bon. OK, donc je vais vous montrer le résultat dans Chrome. Alors, c'est ça que ça donne dans Chrome. Ah non, lui, il faudrait que je le tasse un petit peu plus encore. 820 pixels à cause de mes deux bordures ici, plus mes deux bordures là.
OK? Alors là, j'ai mes positions, je suis parfaitement bien positionné, sauf que si j'ai un écran plus petit, qu'est-ce qui arrive? Ben là, je perds mon contenu. OK? Si j'avais des images importantes ou du texte important là-dedans, je ne pourrais pas le lire. Alors, ça veut dire que les gens qui ont un écran plus petit perdraient votre texte ou votre contenu. Donc, le positionnement fixe peut être une solution parfois, mais est un gros inconvénient par rapport à la dynamique de la page. Alors, c'est une question de jugement. De moins en moins de programmeurs web l'utilisent, mais c'est possible parce que ça peut être pratique quand même parce que c'est très précis. OK, on retourne dans notre code. Je vais vous montrer une... Là, je vais enlever toutes mes positions que j'ai mis. Alors, un quatrième type de position, c'est le positionnement absolute. Avec le positionnement absolute, un élément est placé en relation avec son parent le plus près, qui a lui-même été positionné. Ça, c'est le bout important. Okay? Un élément positionné, c'est un élément qui a une position n'importe quoi sauf statique. Okay? Si aucun parent n'est positionné, l'élément va être placé en relation avec le body. Okay? Donc, la fenêtre elle-même, comme si on utilisait la position fixe. Donc, on va insérer les propriétés suivantes dans la div 3a. Donc, dans la div 3a ici, je vais mettre position absolute. Je vais mettre le top à 0. Je vais mettre le left à 0. Alors, c'est comme si j'avais un positionnement fixe. OK? Le 3A est venu se placer complètement dans le coin à 0 pixel du top et à 0 pixel de la gauche parce qu'il y a le parent de 3A, c'est-à-dire 3, n'a pas une position déterminée, donc il est à statique. Donc, puisque le 3 n'a pas de position, il est venu se placer par rapport au body, donc par rapport à la fenêtre. Maintenant, si dans mon div 3, je recommence ce que j'ai fait tantôt, si je fais position fixed, et que je le mets à top, je sais pas moi, 50 pixels, et que je mets left à 100 pixels. OK, donc mon div 3 est venu se placer à 50 pixels du top et à 100 pixels de la gauche. Et mon div 3a est venu se placer à l'intérieur du div 3 à 0 pixels de chacun. Donc, il n'a pas vraiment changé. Mais si je change mon 3a pour 25 pixels et 25 pixels, là, mon 3A est venu se placer à 25 pixels du haut et à 25 pixels de la gauche du div 3. Okay? Et si je déplace mon div 3, mon div 3A va se déplacer avec. Okay? Donc, si je mets mon top à 450, okay, mon div 3A est venu se placer avec également. Okay? Donc, le absolute, c'est pour placer l'élément relativement à son parent. Et s'il n'y a pas de parent, c'est relativement au body. Et c'est relativement au parent le plus proche qui est lui-même positionné. Alors, si j'avais un div dans un div dans un div, OK, il va se placer par rapport à celui qui est positionné. OK? C'est ça qui est important aussi à comprendre. Alors, si par exemple, j'avais un div 1, puis dans le div 1, j'avais un autre div, puis dans ce div-là, j'avais mon div 1A, et qu'il y avait juste mon div 1 qui était positionné, que le div immédiatement parent à 1A n'était pas positionné, il se positionnerait quand même par rapport à div 1, parce que c'est le seul qui est positionné. OK?
Ça a l'air un peu compliqué, mais il faut juste faire des tests et l'expérimenter. Alors, jouez avec, prenez le temps de jouer avec les différentes valeurs, avec ces 4 différentes options-là. Il en reste une option, qui est le sticky. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tous les éléments de position de nos sélecteurs. Alors, on va placer la position sticky au div 1. Et on va lui dire de se mettre à 0 du top. On va voir ce que ça donne. Alors là, on va aller voir dans Chrome ce que ça donne. Là, j'ai rapetissé ma fenêtre pour qu'on voit bien une fenêtre qui déroule ici. Alors, là, regardez, je déroule. Puis là, mon div 1, il reste collé à 0 pixels du top. Dès que j'arrive à 0, boum, il reste là, il ne bouge plus. OK? Donc, c'est ça, sticky. Sticky, c'est-à-dire que votre div va rester en place jusqu'à temps qu'il atteigne la position qui est déterminée ici. Okay? Et quand il va atteindre cette position-là, il va rester là puis il ne bougera plus. Okay? C'est ça, sticky. Je vais vous montrer si on va le mettre dans le div 2 pour vous montrer avec un élément qui n'est pas déjà collé en haut. Donc, avec le div 2, qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Je vais juste réduire la hauteur de ma fenêtre un petit peu. Donc, je descends. Mon div 2 arrive. Oups, mon div 2 reste collé là. OK? Donc, il agit normalement jusqu'à temps qu'il atteigne la position 0. Une fois qu'il atteint la position 0, il ne bouge plus. OK? Là, on ne voit pas mon élément div 3 parce qu'il est en dessous. OK? Je vais centrer. Si je centre mon div 2, on va mieux voir qu'est-ce qui se passe avec mon div 3. Donc, je vais mettre margin auto. Puis là, il n'y a rien qui se produit. OK, pourquoi? C'est à cause que tantôt, j'ai utilisé la largeur de 400 pixels pour tous les éléments de la page. Alors, j'avais tort quand j'ai dit qu'il n'y avait que des divs sur ma page. Il n'y a pas que des divs. J'ai un body aussi. Alors, ce que ça fait, ça, en mettant l'étoile, ça dit que la largeur de mon body est de 400 pixels. Et puisque mes divs sont 400 pixels aussi, on ne peut pas centrer quelque chose de 400 dans quelque chose de 400. Alors, il faudrait que j'enlève ici mon étoile, puis que je le mette simplement pour affecter tous mes divs. OK, j'aurais pu simplement mettre width en dessous de height ici, là. Mais c'est plus rapide. J'ai juste dit que tous mes divs vont être 400. Alors là, on voit que mon div est allé se centrer, mon div 2. On va aller voir sur notre page. Je vais augmenter un petit peu la largeur. OK, alors on voit que mon div 2, quand il est à sa position normale, il est centré et il est à sa position où il est supposé être. Mais dès qu'il atteint la position 0, il ne bouge plus. OK? Et ça peut être pour n'importe... Je peux déterminer n'importe quelle position. Ça n'a pas besoin d'être 0. Hein, je pourrais très bien dire 50. Alors, si je dis top 50 pixels, la même chose va se produire dès qu'il va atteindre la position 50. Là, il atteint la position 50, puis il ne bouge plus de là. OK? Donc, ça, c'est sticky. Ça peut être pratique. Et c'est surtout pratique pour les menus ou les barres que vous voulez qui restent collées en haut de l'écran. OK, maintenant qu'on a compris le positionnement, on peut fermer le fichier position. On retourne à notre page HTML. Et là, on va faire en sorte que notre menu reste toujours en place et qu'il ne sorte jamais de l'écran. OK? Donc, on va ouvrir notre menu qu'on avait caché. Alors, tout notre menu est contenu dans le header. Et le header s'appelle barre menu. Donc, on va aller dans notre feuille de style, CFCP style ici. Et on va ajouter un sélecteur pour la barre menu. Donc, ici, on va rajouter barre menu. On ouvre nos accolades. Et on va mettre position sticky. Puis, on va mettre top 0.
Et là, je vais juste mettre un petit commentaire pour me dire que le menu reste collé en haut de l'écran. OK. On va aller voir ce que ça donne. OK, alors là, je descends et je vois que mon menu, il reste collé. Ça a fonctionné. OK, c'est excellent. Alors, on a terminé pour cette partie. Vous allez avoir à faire un devoir, bien évidemment. Donc voilà, pour votre devoir, vous allez vous baser sur l'exercice 4. Donc, vous allez faire une copie du fichier de l'exercice 4 que vous allez renommer exercice 5 barre en dessous votre nom pour ne pas supprimer l'exercice précédent. Vous allez commencer par sélectionner une ou deux polices web que vous allez appliquer dans votre document. Moi, j'en ai mis deux. J'en ai mis une pour le paragraphe d'introduction, une autre pour le restant du texte. Vous choisissez les polices web qui vous tentent. Vous essayez de les appliquer de manière judicieuse à votre choix où vous voulez les placer sur votre page web. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que l'image de la Terre qu'il y a ici soit centrée et qu'elle se redimensionne selon la largeur de la fenêtre, sans toutefois être plus large que 750 pixels. Okay? Donc, si j'agrandis la largeur de ma fenêtre, mon image s'agrandit, mais elle ne va jamais être plus grande que 750. Par contre, si je réduis, mon image se réduit également. Le menu doit rester collé en haut. Donc, quand je vais défiler, mon menu reste collé en haut. Ajuster la largeur du tableau en bas pour que la largeur du tableau soit... premièrement, pour que le tableau soit centré dans la page et qu'il occupe 80% de la largeur de l'écran avec une largeur maximale de 600 pixels. Donc, que le tableau soit jamais plus grand que 600, mais qu'il puisse rapetisser si nécessaire, mais jamais plus grand que 600 et toujours centré sur la page. Appliquez un effet de couleur ou autre, un effet de votre choix, lorsque vous passez votre curseur par-dessus les options du menu. OK? Alors, ça, c'est votre devoir. Bonne chance!